Bonjour à tous, on se retrouve début mai pour parler des livres que j'ai lus durant tout le mois d'avril et des quelques films que j'ai vus sur la fin du mois d'avril. Il n'y en a pas beaucoup donc je commencerai par ça. Mais tout d'abord, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pu voir au cinéma et que vous avez soit adoré, soit vraiment détesté, ce qui vous a déçu peut-être. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez envie de me parler aussi des livres que vous avez lus, ce serait avec plaisir. Et pour ceux qui auraient envie de me soutenir un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos que je vais sortir. Pour les films, je vais parler que de deux films, les deux que j'ai vus sur la fin du mois. Alors j'en ai vu d'autres, mais je ne vais parler que de ceux-là. C'est Projet Dernière Chance et Le Diable s'habille en Prada 2. On va commencer avec Projet Dernière Chance. Pour une fois, et c'est très rare, alors je le note, j'ai été voir ce film en sachant que c'était un film de science-fiction et qu'il avait l'air d'être tout seul dans l'espace, vu l'affiche. Je n'avais pas lu le résumé et je n'avais pas vu la bande-annonce. Ça n'arrive jamais chez moi. Je déteste découvrir une œuvre, que ce soit un film ou un livre, sans avoir le pitch de départ. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, dites-moi pour vous, mais moi j'ai besoin de savoir le résumé. Et là, je l'avais pas. Donc j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce qui s'est passé dans le film. Encore une fois, si vous connaissez pas du tout l'histoire du film et que vous voulez absolument rien savoir, n'écoutez pas parce que je vais pas spoiler le film, mais je vais quand même donner des éléments. Alors si vous avez vu les bandes annonces, vous le savez, si vous ne l'avez pas vu, vous n'êtes pas forcément au courant, donc n'hésitez pas à avancer un petit peu. Dans Projet Dernière Chance, on suit le docteur Grace joué par Ryan Gosling qui se réveille tout seul dans l'espace, qui n'a aucun souvenir de pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il doit faire. Petit à petit, des bribes de souvenirs vont commencer à lui revenir et il va se rappeler que le soleil de la planète Terre est en train d'être tué par une substance qui se nourrit de lui. Et sa mission est de comprendre pourquoi à cet endroit de la galaxie, la substance en question ne détruit pas le soleil ou l'écosystème dans lequel elle évolue. Il doit trouver une solution pour que le projet Dernière Chance permette la survie du soleil. Mais il est tout seul dans l'espace et cette mission semble tout simplement infaisable, jusqu'à l'arrivée d'un extraterrestre qu'il va nommer Rocky, une espèce de grosse pierre, de gros caillou, avec qui il va tisser une belle amitié et qui est là exactement pour la même raison et qui est aussi tout seul dans son vaisseau. Personnellement, j'ai passé un excellent moment. Alors le film est long, il fait 2h30. Pour moi, c'est passé assez vite. Je pense que le film aurait pu honnêtement être coupé et durer 2 heures sans problème, mais c'est passé très vite et je me suis pas ennuyée. Mais j'ai conscience que si vous n'accrochez pas à l'humour de ce film, alors vous allez passer un très long moment. C'est vraiment quelque chose d'hyper important dans le film, tout cet humour. Pour certains, du coup, il y en a beaucoup trop et ça plombe l'ambiance, ça le rend trop léger, trop simpliste, trop enfantin, parce que c'est pas du tout leur humour. Personnellement, c'est mon humour, vraiment à 1000%, et je me suis marrée sur ce film. J'ai eu de très gros fous rires, c'était un moment très agréable. Je trouve que Ryan Gosling est très bon dans ce personnage assez sérieux. Il a un côté très sérieux et très compliqué, très dur à vivre, mais tout en apportant sa touche d'humour. C'est pas un acteur dont je suis forcément ultra fan et que j'apprécie vraiment dans tous ses rôles. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est l'un des meilleurs rôles dans lequel je l'ai vu, personnellement. J'ai aimé la bande-son, alors j'ai aimé la musique, mais surtout j'ai aimé les silences. Le film assume d'avoir de vrais grands moments, sans musique, sans embrouille, et je trouve ça hyper positif dans le cinéma aujourd'hui. C'est un plus, surtout dans un film qui parle de l'espace, qui se passe dans l'espace. Je trouve ça important que le silence est une vraie part importante. Le film est très beau visuellement, c'est une très belle histoire d'amitié principalement. Mais il y a un autre sujet aussi qui est abordé qui est, je trouve, très important, c'est quelle décision on est capable de prendre si le but c'est de sauver une humanité entière. Est-ce qu'on va rester dans ce qui se fait et qui est gentil et bien, ou est-ce que pour la survie de quelque chose de beaucoup plus important, on va prendre des décisions difficiles et pas forcément jugées comme acceptables. Le personnage de Sandra Hüller est très intéressant à analyser, à comprendre pour les choix qu'elle fait, pour les prises de décision, pour le rôle qu'elle a. Son personnage apporte vraiment un côté très dur et très sérieux au film qui est indispensable pour pas qu'il soit juste dans la comédie plus. Après, il y a des choses qui sont un peu trop faciles, mais en même temps, je veux dire, je vais voir au cinéma un film de science-fiction. Déjà, en partant de ça, la science-fiction, j'accepte le fait que je vais devoir accepter des choses qui ne sont pas connues, pas possibles. J'accepte le fait qu'il y ait un extraterrestre, alors du coup, à quoi il va ressembler? On s'en fiche, je vais voir un film de science-fiction, j'accepte le fait qu'il soit proposé de telle ou de telle manière. J'accepte le fait qu'après des mois dans l'espace et son sport, Ryan Gosling a toujours le même physique. J'accepte aussi le fait, c'est ce qui m'a peut-être un peu plus dérangé,
qu'ils arrivent très rapidement et très facilement à communiquer entre Ryan Gosling et l'extraterrestre. Mais voilà, encore une fois, je vais voir un film de science-fiction. Donc j'accepte beaucoup de choses que je n'accepterais pas sur un autre genre. Mais là, pour moi, ça fonctionne, c'est bien réalisé, c'est bien joué, l'humour marche avec moi en tout cas, l'esthétique est très bien, les sujets abordés sont intéressants et sont complexes pour certains. Et au final, je suis très curieuse de lire le livre à l'origine de ce film. Je ne le connais pas du tout et apparemment il est très bon, donc ma foi, à noter pour mes prochaines lectures. Dans Projet Dernière Chance, Ryan Reynolds nous parle d'une actrice qui peut vraiment tout interpréter. Il s'agit de Meryl Streep. On va donc passer au Diable s'habille en Prada 2. Alors en vrai, je l'ai pas vu en avril, je l'ai vu le 1er mai, mais on fera comme si. J'ai adoré le premier film de Diable s'habille en Prada. J'ai un souvenir très positif. On retrouve Andy qui, par la force de la vie, se retrouve de nouveau à travailler pour le magazine Runway avec la très célèbre et très tyrannique Miranda. On prend les mêmes et on recommence, c'est un peu à la mode en ce moment. Malheureusement pour moi, le film est bien en dessous de ce qu'il aurait pu et dû être. Dans le premier film, on a vraiment tout un côté hyper approfondi avec le personnage de Miranda, avec Meryl Streep, qui est un personnage relativement problématique dans sa manière de gérer, de parler, de communiquer. Il n'y a rien qui va avec ce personnage, mais c'est ce qui en fait un personnage intéressant et qui amène des sujets complexes et importants. Mais là, dans le film, son personnage, il est hyper affaibli, il est fade, il est très plat, on l'empêche de s'exprimer. Alors oui, c'est le côté, non, aujourd'hui on peut plus dire ça, et on peut plus dire ça, il faut faire attention. Et oui, c'est vrai, mais je demande pas forcément à un film d'être réaliste sur tout ça. Là, on suivait un personnage, c'était son essence même d'être problématique. Et du coup, si on lui enlève ça, c'est vrai que ça en devient un personnage hyper fade. Et en fait, c'est ce que je dirais sur tout le film. Le film, pour moi, il est très fade et très plat. Il n'y a pas de moments qui m'ont fait rire comme j'ai pu avoir dans le premier. Il n'y a pas de moments où j'ai été vraiment touchée par les connexions entre les personnages. Ah si, il y a un moment où j'ai été touchée entre les personnages, c'est quand Miranda et Nigel discutent. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez cette scène-là où elle se rend compte que peut-être elle a sous-estimé son collègue de longue date. Et ces deux fonctionnent très bien ensemble. C'est un joli moment, mais il y en a un sur tout le film. Le film fait 2 heures quand même. Et honnêtement, je trouve qu'il est vraiment très très creux. C'est dommage, j'étais très contente de retrouver l'univers et les personnages, mais pour moi c'est un soufflet qui est vite retombé. Voilà pour les films, j'en avais pas beaucoup, on va passer aux livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est Le sorcier au coin du feu, tome 1, L'âtre enchanté, il me semble. Dans ce livre, on suit Finlay, qui est un sorcier un peu différent des autres sorciers, puisqu'il tire son pouvoir du foyer dans lequel il vit. Et il arrive dans un nouvel emploi, il devient cuisinier pour le roi de Daxaria. Lui qui pensait trouver un endroit un peu tranquille où se planquer et cacher le fait qu'il était un sorcier, va devoir faire face à une guerre qui se profile et à des personnages tous plus curieux les uns que les autres qui vont petit à petit envahir son espace. Ce livre, je l'ai déjà revendu, c'est bien qu'il m'a pas convaincu à 100% malheureusement. C'est de la cozy fantasy, c'était agréable à lire, mais pour moi il y avait beaucoup plus de défauts que de qualité. Je trouve qu'ils ont voulu tout mettre dedans, vraiment beaucoup trop de choses. Il y avait tout ce qui est possible de trouver en cozy fantasy, c'était mis dedans, ça fait du coup beaucoup de choses, ça fait un univers qui est très chargé, un tome 1 en tout cas qui est vraiment très chargé, avec des résolutions de problèmes qui sont vraiment trop faciles. Par exemple, tiens, je suis bloquée dans cette situation-là, le seul moyen de m'en sortir, ce serait que miraculeusement, tel événement se produise. Bah oui, tel événement se produit, évidemment. Et c'est ça plusieurs fois. Donc je trouve ça vraiment un peu trop facile dans l'histoire. J'ai apprécié les personnages, mais sans plus. J'ai apprécié l'univers, mais sans plus. Alors, il n'empêche que je lirai très certainement la suite, parce que ça reste sympathique à lire. Mais c'est pas un livre que j'ai envie de garder, parce que c'est vraiment pas une histoire... Bah déjà, c'est pas une histoire que je vais relire. Pour moi, elle n'est pas assez aboutie. Je pense que l'auteur aurait peut-être dû essayer de répartir toutes les informations qu'il a mis dans ce livre dans les autres. Je crois qu'il y a 4 tomes à ce jour, je sais pas si c'est fini ou pas, mais il aurait dû répartir ça un peu plus, parce que du coup là, il y a beaucoup de choses, tout va très vite, tout est amené d'une manière trop facile, tout est résolu d'une manière trop facile,
Et si les personnages auraient pu être vraiment hyper intéressants, tous, je trouve qu'ils sont tous un peu jetés comme ça, sans vraiment beaucoup d'approfondissement. Donc c'est un tome 1 qui est pour moi, avec les défauts de beaucoup de tomes 1 ou de premiers livres, le fait de vouloir trop en mettre. Ensuite, j'ai lu Les Cœurs Oiseaux de Clara Lecor. L'autrice nous amène dans un univers où chaque être humain naît avec un cœur oiseau. On va suivre Orion qui lui a un cœur moineau et qui un jour va rencontrer une demoiselle destinée à être princesse qui a elle aussi un cœur moineau et il va avoir un peu un coup de foudre pour elle. Sauf que le jour où elle repart pour aller se marier avec son futur époux, son moineau, à Orion, décide de s'enfuir et de suivre la princesse. Mais c'est un univers où on ne peut pas survivre sans son cœur. On peut pas survivre sans son cœur dans tous les univers, Sophie. Il va donc partir dans la grande ville de Nid d'Argent pour essayer de retrouver au plus vite son cœur moineau. Ce livre, je sais pas trop où est-ce qu'il est rangé, si c'est rangé dans la jeunesse ou dans le young adulte. C'est un peu un entre-deux, je trouve. Je saurais pas forcément vraiment où le classer, moi non plus. En tout cas, c'était une histoire qui était très douce, très tendre, avec beaucoup d'aventures, avec un univers qui est assez bien construit. Tout l'univers autour des cœurs oiseaux, avec la différence de classe sociale que l'on peut avoir suivant l'oiseau que l'on a, ou la différence de métier que l'on peut faire. Voilà, le cœur oiseau que l'on a un impact sur notre vie, et je trouve ça très bien réfléchi, très bien construit. C'est vraiment un univers tout doux que je recommande assez facilement. Dans son aventure, quand il arrive à Nid d'Argent, il va tomber sur une jeune fille qui s'appelle Colette, qui a comme cœur oiseau un ménard. Juste pour cet oiseau-là, je recommande ce livre. Il est très drôle, le personnage de Colette est assez sympathique, même si elle n'est pas toujours non plus parfaite et bien écrite. Enfin, de temps en temps, il y a quelques petites incohérences dans les personnages, mais c'est pas problématique pour suivre l'histoire pour le coup. Et en fait, ce ménard, il est décrit dans le livre tout le temps comme bavard, comme parlant tout le temps, et vraiment c'est le seul cœur oiseau qui parle, mais qui parle comme vous et moi. Et du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était cet oiseau dans la vraie vie, parce que je ne connaissais pas, et pour le coup, j'aime beaucoup regarder les oiseaux et étudier les oiseaux, donc j'ai été chercher ça, et je vous mets un extrait de ce qu'est un ménard. Et vraiment, après cet extrait, vous comprendrez, comme je l'ai compris, pourquoi dans ce livre, cet oiseau ne fait que parler. Je m'en remets pas. Donc voilà, si vous voulez une histoire un peu plus facile, un peu plus jeunesse, ou alors pour des jeunes adolescents, ce livre marche super bien, il est tout doux, il est tout tendre, c'est une belle histoire, c'est un univers qui est très bien construit, et vraiment vous passerez un bon moment dessus. Le livre suivant, c'est mon classique du mois, puisque je me suis mis un petit challenge en 2026, qui est de lire 12 classiques. Donc un classique par mois, pour l'instant tout va bien, je m'en sors très bien. Et ce mois-ci, j'ai décidé de lire Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je n'ai jamais lu de Victor Hugo. Il va falloir que j'y remédie avec des livres un peu plus gros que celui-ci, parce que celui-ci est plus proche de la nouvelle que du roman. On suit dans son livre Le dernier jour d'un condamné, hein, c'est comme son nom l'indique. Donc un condamné à mort. Il a écrit ce livre en 1829, donc c'est à une époque où la peine de mort est toujours bien d'actualité et fonctionne toujours très bien. Et Victor Hugo, avec ce livre, a pour but de dénoncer la peine de mort. Pour lui, c'était quelque chose qui ne devrait pas être et qui ne lui plaisait vraiment pas, et il le fait bien comprendre avec ce livre. On suit un personnage qui n'a pas de nom, on ne connaît pas son histoire, on sait juste qu'il a commis un crime de sang, il le reconnaît lui-même, il dit qu'il est coupable, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons, mais on est dans sa tête sur la dernière journée. Et il va nous raconter des événements un peu plus passés, comme sa condamnation, comme son procès. On va donc avoir un point de vue assez particulier d'être ce personnage-là, d'être condamné à mort, avec tout l'ascenseur émotionnel que ce personnage traverse, des moments où il espère être gracié, d'autres moments où il reconnaît qu'il est fautif. On a vraiment un personnage qui fait les montagnes russes dans son caractère, c'est assez intéressant. On voit aussi comment les gens qui gravitaient autour d'un condamné à mort pouvaient se comporter et le regarder. C'est assez dérangeant par moments d'être dans la tête de ce personnage sans avoir d'informations. On a envie de savoir ce qu'il a fait. Vraiment, j'ai refermé le livre en me disant mais qu'est-ce qu'il a fait pour être condamné à mort? Et en fait, on s'en fiche de savoir ce qu'il a fait. Le but de son livre, c'est de montrer que pour un être humain, qu'il soit coupable, pas coupable, peu importe, qu'il ait fait un crime de sang, qu'il ait juste fait un vol, c'est un impact psychologique qui est énorme de savoir qu'on est condamné à mort
et d'avoir un compte à rebours qui se met en place. C'est une lecture qui fait de manière très propre ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire dénoncer la peine de mort. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, mais c'est Victor Hugo, je pense qu'on sait depuis très longtemps que cet homme savait écrire. C'était un moment agréable. Non, c'était pas agréable, mais c'était très intéressant de se plonger à la place d'un condamné à mort pendant sa dernière journée. Ma prochaine lecture, tant qu'on est dans les gens morts, il s'agit de Ma vie posthume, qui est réalisée par les auteurs de Peau d'homme, que je recommande également. C'était un très beau moment de lecture. Pour l'histoire derrière, ça nous dit simplement: c'est le jour de sa mort qu'Emma Doucet recommença à vivre. Et en effet, on suit du coup Emma qui va être mystérieusement assassinée et qui va essayer de trouver, de comprendre le pourquoi, le comment. On va avoir à la fois son parcours une fois qu'elle est assassinée et sa vie de jeune femme avec les rencontres qu'elle a pu faire et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait dans sa vie pour qu'elle en soit arrivée là. Et vraiment, je vous recommande ce livre, c'était un très bon moment. Si vous avez aimé Peau d'homme, il n'y a pas de raison pour que vous appréciez pas celui-ci. Un petit détail qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Mais si, comme moi, vous aimez dormir dans le noir total sans la moindre petite lumière, pensez à retourner ce livre à cacher. Parce que tout le titre et le personnage, c'est phosphorescent. Voilà, vous faites pas avoir comme moi le premier soir. Ça m'a surprise quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu elle face à moi. Ensuite, on va aller très vite avec 3 livres d'un coup. Puisqu'il s'agit de la saga Assistant to the Villain. En fait, le tome 3, Accomplice to the Villain, est sorti ce mois-ci. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience puisque c'est une saga que j'aime de tout mon cœur et j'avais très très peur de lire ce tome 3 et d'être déçue. En tout cas, pour me préparer à la sortie du tome 3, j'ai décidé de relire le tome 1, Assistant to the Villain, et le tome 2, Apprentice to the Villain. Donc le tome 3, Accomplice to the Villain, et le tome 4 qui sera Adversary to the Villain. Pour l'histoire, on va se concentrer sur le tome 1, je ne vais pas vous parler du 3, puisqu'on suit Evie Sage qui, par un concours de circonstances, se retrouve à travailler à devenir l'assistante du vilain de l'histoire. Je pense pas avoir besoin de dire beaucoup plus, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, si vous avez envie de lire une histoire où vous êtes du côté du vilain de l'histoire, n'hésitez pas. Ce livre est très drôle. Je rigole beaucoup. Alors le tome 1, je rigole vraiment beaucoup. Les autres peut-être un tout petit peu moins, mais le tome 2 est plus sérieux dans les sujets qu'il aborde, et le tome 3 pour le coup, pour moi est peut-être un petit peu trop du côté romance globale pour dans tout l'univers. Mais ça reste des films, ça reste des livres qui sont pour moi très très drôles. Ça fonctionne tellement cet humour sur moi. Alors un peu comme pour Projet Dernière Chance, en fait si vous n'accrochez pas à l'humour dès le début, n'allez pas plus loin, ça sert à rien, parce que si vous accrochez pas à l'humour, vous allez vous ennuyer, vous allez trouver ça lourd vraiment. Mais pour moi, c'est 1000% mon humour, et je me marre. Et ce personnage, Kingsley, il est... Ce personnage est génial. Le tome 3 d'ailleurs approfondit énormément le personnage de Kingsley, donc j'étais très très contente. Il se termine d'une manière à suivre, quoi. Donc vivement la suite, et lisez Assistant to the Villain. C'est une très très bonne saga. J'espère par contre, qu'elle va pas faire 18 tomes et qu'elle va s'arrêter avant que ça perde son intérêt ou que ça se répète un peu trop. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'ai hâte de lire le tome 4 quand même. Et on arrive sur mes 2 dernières lectures. Alors, mes 2 dernières lectures m'ont un peu conduit sur une mini panne de lecture. Ça a été un peu compliqué. Et dans des styles pourtant extrêmement différents. Le premier que j'ai lu, c'est Pour que renaisse le soleil de Dorian Tsukegawa. Dorian Tsukegawa, c'est l'auteur des Délices de Tokyo. J'ai pas encore lu ses autres livres et je dois lire les Délices de Tokyo en mai pour le travail, mais j'ai commencé avec Pour que renaisse le soleil, puisque, alors déjà, je suis une personne faible, mais cette couverture me plaisait énormément et l'histoire m'attirait beaucoup. C'est une histoire dans laquelle on suit Yoshie, qui est une mamie qui a perdu son fils à l'âge de 40 ans à peu près, et qui n'arrive pas à s'en remettre du tout. Et dans le monde dans lequel elle est, le soleil a disparu. Un jour, il ne s'est pas levé, et depuis, une nuit perpétuelle recouvre la terre. Un jour, un petit garçon mystérieux frappe à sa porte, et elle le ressent comme une lueur d'espoir, et elle décide de partir avec lui pour une mission des plus complexes, celle de retrouver le soleil. Vraiment, ce résumé me donnait énormément envie, et j'étais très impatiente de me plonger dans l'histoire. Sauf qu'en fait,
dès que j'ai commencé à le lire, même au bout de 2 chapitres, c'est-à-dire que 2 chapitres c'est page 30, bah je savais déjà que ça allait être un petit peu compliqué. C'est la plume, en fait je m'attendais à une plume beaucoup plus enlevée, beaucoup plus poétique. Là c'est une manière d'écrire qui est assez saccadée, des phrases assez courtes qui vont vite, et c'est pas ce que je m'attendais à retrouver avec la plume de Dorian Sukegawa. Donc je suis curieuse de lire quand même au moins un autre de ses livres, j'en ai 2, j'ai aussi Les chats de Shinjuku, je crois. Et j'ai Les délices de Tokyo, du coup, lui que je vais vraiment lire ce mois-ci. Mais pour celui-ci, voilà, déjà la plume, c'était compliqué. Et ensuite, je vous dirais que si vous essayez de lire ce livre et qu'au début vous avez vraiment du mal à accrocher, surtout allez jusqu'au moment où le livre passe pour la première fois en livre épistolaire. Ça va vous expliquer, vous éclairer beaucoup de choses sur l'histoire, mais pour moi, ça n'a pas suffi. C'était une histoire qui était un peu trop imagée, peut-être pour moi. Les personnages, je ne les ai pas trouvés du tout attachants. Je comprends un peu ce qu'il a voulu raconter avec le chemin vers la mort, le deuil, un peu la dépression, tout ça, de manière assez imagée, mais je pense que j'ai soit pas assez compris le livre, peut-être, soit tout simplement que bah, c'était pas fait pour moi malheureusement. Je suis déçue, je suis très déçue, je m'attendais à avoir un vrai coup de cœur pour ce livre et non. Donc espérons que les prochains fonctionnent mieux pour Sukegawa. Mais en tout cas, par contre, si quelqu'un l'a lu, ce livre, je serais tellement curieuse d'avoir un retour, de savoir ce que vous avez compris du livre, parce que ouais, vraiment, je pense que j'ai pas tout compris dans le livre et je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses. Donc si vous l'avez lu, s'il vous plaît, écrivez-moi et dites-moi votre ressenti, ce que vous en avez pensé et ce qui vous a fait ressentir. Et enfin, dernier livre que j'ai à la fois lu et écouté, c'était La première née de Amy Harmon. Alors, dans ce livre, on est dans un univers où une jeune femme, en donnant naissance à son enfant, va mourir et va mettre en place une malédiction sur l'île où elle vit. Puisque les femmes ne sont pas considérées, ne sont pas appréciées, ne sont pas aimées, elle décide de maudire tout le peuple et de faire en sorte qu'il ne puisse plus donner naissance à aucune fille. On nous maltraite, on se sert de nous, on nous troque, on nous abandonne, qu'il en soit ainsi. À compter de ce jour, plus aucune fille ne naîtra à Sailok. Tout aurait pu me plaire dans ce livre, mais j'ai absolument pas réussi à m'attacher au personnage, du tout, du tout, du tout. On est soit avec... j'ai perdu leur nom d'ailleurs. C'est pas écrit dans le résumé. On est soit avec le fils de la personne qui a lancé la malédiction, donc on suit ce jeune garçon-là à travers toutes ces aventures, ou on est la plupart du temps après avec son oncle, qui l'a recueilli et qui l'a élevé, et qui est gardien du temple et de la magie du coup. Ou alors, dernier point, on est aussi des fois avec la première-née, avec la princesse du royaume, qui est théoriquement la première fille née depuis la malédiction. Mais tous ces personnages-là, en fait, quand je fermais le livre, j'avais pas envie de repartir dessus. J'étais pas en mode « Oh là là, j'ai hâte de savoir ce qui se passe ensuite ». En fait, il m'a vraiment laissée assez indifférente. Et je suis très déçue parce que, vraiment, ce qu'il promet, c'est tout à fait le genre de littérature que j'aime et que j'apprécie. Est-ce que peut-être c'était pas assez complexe l'univers pour moi? Peut-être que j'avais envie d'une fantaisie un peu plus adulte que celle-ci, c'est possible. Et du coup, je suis passée à côté, donc c'est dommage. Peut-être que si je l'avais lu à un autre moment, ça aurait mieux fonctionné parce que concrètement, j'ai pas de choses ultra négatives à dire dessus. Hein. C'est juste, je suis passée totalement à côté. Il y a le deuxième tome qui est la seconde fille, je crois, et qui est un tome compagnon. C'est pas une suite, parce que ce livre-là peut être tout à fait lu tout seul. Il y a un début et une fin. Le deuxième tome, je crois que ça se passe sur la même époque et on suit juste un autre personnage dans l'univers. Mais je pense que je vais m'abstenir et je ne le lirai pas. Ou peut-être un jour, si j'ai rien d'autre à écouter, je l'écouterai en audio pour quand même voir. Et à un moment où j'aurais vraiment envie d'une fantaisie young adulte, mais je suis déçue. Je suis déçue parce que ça promettait un joli moment de lecture. J'avais pas vu la couverture. Ça promettait un joli moment de lecture et finalement je suis vraiment passée à côté. Donc
je peux pas dire ne le lisez pas ou lisez-le, parce que vraiment je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû l'apprécier, et à raison, hein, le livre a pas de gros défauts, mais ça n'a pas été une bonne lecture pour moi, malheureusement. Et c'est tout pour les livres. Et enfin, ce mois-ci, j'ai vu un spectacle, une pièce de théâtre qui s'appelle Laika, et qui nous parle donc de la première chienne dans l'espace, du moment où elle est retrouvée, où elle est trouvée dans la rue, au moment où elle meurt dans l'espace. C'est une très très belle pièce de théâtre avec une scénographie qui est incroyable, qui mêle pièces de théâtre, projections, mais pas des projections où il y a un vidéoprojecteur et ils projettent des choses sur un écran. En fait, ils ont d'anciens vidéoprojecteurs de chaque côté et on les voit dessiner dessus ou passer des éléments, des feuilles qui amènent tout un décor. Il y a des objets qu'ils amènent aussi sur scène. Enfin, c'est vraiment un mélange de scénographie qui est hyper bien calculé, qui est hyper travaillé. Ils sont 4 sur scène et vraiment, mais à la fin ils doivent être épuisés parce qu'ils n'arrêtent pas, ils jouent beaucoup de rôles à eux tout seuls. Le rendu est vraiment incroyable. La chienne Laika est jouée par une espèce de marionnette en bois qui est très belle, très touchante. On arrive vraiment à avoir une affection énorme pour cette marionnette, pour dire à quel point elle est bien faite. Cette histoire, tout le monde devrait la voir et tout le monde devrait la connaître. Moi j'ai appris des choses avec cette histoire personnellement que je ne savais pas. Par contre, je crois qu'il était conseillé à partir de 4 ans. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, 4 ans quand même. Alors certes, un enfant ne voit pas la même chose que nous et n'a pas le même prisme que nous. Par contre, si vous y allez avec un enfant, peu importe son âge, veillez bien à ce qu'il soit au courant que l'histoire de Laika, ça ne se finit pas bien. Que la chienne ne revient pas. Je veux dire, c'est pas un spoil. Hein. Tout le monde sait que Laika, elle est morte dans l'espace et qu'elle ne revient pas. C'est un fait historique, c'est pas une histoire, il n'y a pas de spoiler. Mais c'est important qu'il soit au courant parce que c'est dit dans la pièce de théâtre, c'est montré, ça s'étale pas dessus, c'est pas ça qui va être là pour vous faire vraiment pleurer toutes les larmes de votre corps, même si le final est vraiment très très touchant et beaucoup de personnes ont pleuré dessus. Vraiment, c'est une très belle pièce de théâtre d'une troupe espagnole. Je vous mettrai le nom de la troupe parce que je ne l'ai plus. Mais si vous avez l'opportunité de le voir, n'hésitez pas, vraiment, ça vaut vraiment le coup, que vous soyez enfant ou que vous soyez adulte. Encore une fois, c'est pas parce que vous voyez quelque chose estampillé pour enfants que ça ne peut pas être pour adultes. Que ce soit les dessins animés, les films d'animation, les pièces de théâtre, un peu tout ça, ou même les lectures. Parce que techniquement, Cœur Oiseau, j'ai beaucoup aimé et c'est une littérature jeunesse, je pense. Donc, faut pas toujours se fier aux étiquettes. Sur ce, j'ai fini pour tout ce que j'ai vu, lu, fait ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à répondre à toutes les questions que j'ai pu vous glisser dans la vidéo en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir un peu ce que je vais faire par le futur. Ça m'aide aussi à avoir un peu plus de visibilité au fur et à mesure. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.